Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Eleider Alvarez rebondit avec un knock-out, Rosario gâche la fête à Philadelphie et Eye of the Tiger Management de retour au Casino de Montréal. Et c'est avec bonheur que j'accueille Monsieur Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, c'était le retour dans l'arène d'Eleider Alvarez. C'était son premier combat en 11 mois, soit depuis sa défaite contre Sergei Kovalev, alors qu'il défendait pour la première fois son titre des poids mi-lourds de la WBO. On lui mettait dans les pattes un success story à l'américaine, Michael Sears, un boxeur dont tu disais qu'il fallait surveiller la main droite, mais peut-être plus carencé techniquement que l'ancien champion du monde. Et la logique a été respectée. Alvarez a dominé avant de l'emporter par knockout. Vraiment un très, très beau knockout. Déjà candidat à ceux de l'année. On est très tôt en 2020, mais reste qu'il sera probablement toujours parmi les aspirants rendus au mois de décembre. Probablement, oui. Ça n'a pas été une performance parfaite parce qu'on a eu par moments l'impression qu'Alvarez était un peu sur le pilote automatique, mais le boxeur montréalais d'origine colombienne a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire l'emporter et le faire avec panache, et c'est ce qu'il a réussi. Voilà, et ce chaos-là, on va en parler encore longtemps, et c'est ce qui, pas met un baume, mais ce qui efface un petit peu une performance en demi-teinte. C'est pas que Alvarez a été mauvais dans ce combat-là ou qu'il n'ait pas fait ce qu'il avait à faire. On sait qu'il revenait d'une longue absence, c'est très difficile de bien paraître dans ce genre de combat quand tu reviens d'une aussi longue absence, quasiment un an. Et il avait surtout en face de lui un partenaire qui n'était pas forcément le partenaire idéal pour faire un combat excitant. Parce que Seals, il a un style très défensif, pas forcément défensif, mais c'est un contreur. C'est-à-dire qu'il a besoin d'attendre que l'adversaire attaque. Il veut faire un peu ce que faisait Mayweather, le shoulder roll, sans avoir la même technique que le bon Floyd. Donc c'est beaucoup moins efficace, mais il attend que l'adversaire envoie sa droite pour lui contrer avec sa propre droite qui est très puissante. Alvarez le sait très bien, l'a empêché de le faire de manière efficace, s'est jamais mis vraiment en danger, a jamais été vraiment en position de se faire atteindre solidement par cette droite de Seals. C'était ce qu'il fallait faire. Tu veux pas donner de chance à ton adversaire quand c'est un one-trick pony entre guillemets comme Seals, qui n'attend que cette opportunité de te contrer. Tu veux pas lui donner cette opportunité, donc c'est ce qu'a fait Alvarez. C'est pour ça que le combat a parfois été un peu, pas ennuyant, mais pas le plus excitant qu'on ait pu voir. Mais Alvarez a fait le travail, il a fait ce qu'il devait faire, et surtout, il a réussi ce KO qui est très spectaculaire, qui va faire parler, parce que c'est pas forcément tous les gens qui vont voir le combat, mais les gens qui s'y intéressent vont voir le KO, et c'est ce qui va aider à vendre un combat. Par exemple, on connaît déjà probablement le nom de son prochain adversaire. C'est pas encore officiel le combat, mais ça a été ordonné. On va y revenir plus tard. Mais c'est une bonne manière quand tu prépares un combat, tu as toujours les highlights, des KO, des performances précédentes. Et celui-là, on peut être sûr qu'il va être à chacun des combats d'Eleider Alvarez. On va montrer ce KO contre Michael Seals parce qu'il était particulièrement violent. Il a célébré, mais il a attendu quand même que Seals se relève parce qu'il était tombé très lourdement dans les cordes. Il a un petit peu été en désaccord avec la décision de l'arbitre, mais d'un autre côté, il avait perdu la carte là, après avoir été atteint solidement au menton. Là. Il était allongé, c'était la dernière corde qui retenait sa tête. C'était clairement un cas d'arrêter le combat. Là. Il n'y avait pas photo là-dessus. La droite était parfaite de la part d'Alvarez. Et on le dit souvent, c'est deux boxeurs qui lancent le même coup en même temps. Quand ça arrive, c'est celui qui lance le coup le plus court, le plus direct, qui atteint la cible en premier. C'est Alvarez dans ce cas-là. Et c'est les coups qui font le plus mal parce que tu rentres dans le coup, tu décuples l'impact en rentrant dans la droite. Et c'est ça qui a fait très très mal à Michael Seals et qui a mis fin au combat. Donc peut-être pas la plus belle performance de la carrière d'Alvarez, pas la plus excitante, mais une performance sérieuse et surtout une fin adéquate, une fin spectaculaire dont on va parler sûrement à la fin de l'année. Donc en tout et pour tout, une bonne sortie pour Alvarez. Et qui a reçu en plus une bonne nouvelle après la WBO. Avant, je te dirais, le point positif que j'ai retenu de ce combat-là, c'est ça n'a pas été toujours gracieux, mais j'ai eu l'impression qu'il a été en mesure de s'imposer physiquement. Cherchait peut-être un peu trop le combat rapproché au début, mais ça empêchait d'un autre côté Seals de sortir ses bras beaucoup accrochés de toutes les manières possibles, a été un peu semoncé par l'arbitre, mais d'un autre côté, on ne veut jamais donner l'occasion à un cogneur d'avoir confiance en ses points et
quoi qu'il a reçu parfois quelques bons coups de Seals, mais les meilleures frappes n'ont jamais donné l'impression de déranger Alvarez. Un peu comme on avait vu, toutes choses étant égales par ailleurs, combat Stevenson contre Gvozdyk. Bon, il y a peut-être en début de combat, là, Gvozdyk avait été surpris, avait été ébranlé, mais par la suite, plus le combat avançait, quand les coups avaient moins de zip en bon français, on voyait qu'il n'était pas du tout dérangé. Alvarez a bien réagi. Par contre, on a senti par moments était peut-être trop pressé d'en finir et un boxeur comme Eddie Alvarez, c'est intéressant parce que c'était Stéphane Larouche qui était à l'analyse étant donné sur les ondes d'RDS, étant donné qu'Yvon Michel était à Verona pour supporter son protégé et faire des affaires. Aussi, on dit que Oscar Rivas a une entente à long terme. C'est Mathieu Boulay là, du Journal de Montréal qui nous apprenait avec une entente à long terme entre Rivas et Top Rank, ce qui est une excellente nouvelle parce qu'on dit que le poids lourd français Tony Yoka aussi flirte avec Bob Arum. Il y a Big Baby Miller aussi, malgré ses déboires de produits dopants, qui est près d'une entente ou va incessamment faire partie de la famille. Donc, peut-être des choses intéressantes qui s'en viennent pour Rivas. Mais reste que Stéphane Larouche disait, dans le combat contre Jean-Pascal, il y a de ça en juin 2017, Alvarez avait posé énormément de problèmes à Pascal avec son jab, avait sorti continuellement, et ça n'a jamais donné la chance à Jean-Pascal d'installer quelque chose. Quand Alvarez a connu du succès avec son jab, c'était flamboyant. On voyait que Seals avait aucun outil, ne possédait pas ce qu'il fallait pour rivaliser avec ça. Puis on nous l'a rappelé, c'est un ancien joueur de football universitaire qui n'a pas joué dans un programme là, de la Division 1, mais reste que c'est un naturel, on le voit. C'est un athlète qui pourrait exceller dans plein de domaines, mais Alvarez, par moment, oubliait d'utiliser ce fameux jab et ça faisait en sorte que cherchait trop à porter le coup de semonce. A mal paru, j'ai trouvé là, à ces moments-là. Quand il a fait confiance à son talent, là, les choses allaient tellement bien. Oui, et le jab, c'est la meilleure arme d'Alvarez, c'est son meilleur coup. Et on le répète jamais assez, le jab, c'est le coup le plus important en boxe. Ça te permet de préparer tout le reste. C'est ce qui te sert de base à ta boxe. Et quand tu l'oublies, eh ben, ça peut donner pas forcément des problèmes, mais des performances un peu moindres comme ça. Et s'il y a quelque chose à reprocher à Alvarez, c'est la même chose qu'on avait à lui reprocher dans le deuxième combat contre Kovalev, c'est qu'il a l'air d'être un petit peu tombé en amour avec sa puissance, qui n'était pas son point fort avant, mais depuis ce KO, j'ai l'impression qu'il pense qu'il peut passer le KO à tout le monde. Alors là, ça a été le cas parce que Seals a fait quelques erreurs techniques qui l'ont mis en danger. Et notamment sur ce KO où son coup était trop large, ça a ouvert la porte à Alvarez. Mais c'est un danger, il ne faut pas que Alvarez arrive dans un combat en pensant qu'il va passer le KO à l'adversaire et qu'il cherche le KO. On dit souvent que quand on cherche le KO, on ne le trouve pas, que le KO, il vient tout seul quand tu installes ta boxe. C'est ce qui va arriver avec Alvarez et il faut qu'il installe sa boxe, notamment avec ce jab, et qu'il ne cherche pas le coup de circuit à tout prix. C'est un petit peu ce qu'il a fait dans ce combat-là et c'est pour ça qu'il n'a pas eu autant de succès que ça n'a pas été aussi spectaculaire que ça aurait pu l'être avant ce KO. C'est aussi une question de volume. Contre Pascal, il avait lancé plus de coups parce que quand tu lances ce jab, il y a d'autres coups qui viennent après. Ça te permet de préparer tes autres attaques alors que là, quand tu cherches le KO, c'est un seul coup, c'est des coups uniques, pas forcément bien préparés. Donc c'est ce qu'on peut reprocher à Alvarez et j'ai l'impression que c'est une question mentale. C'est qu'il est, comme je disais, un peu tombé en amour avec sa puissance. Oui, parce qu'il a lancé moins de coups que son adversaire. 166 contre 199, mais a été nettement plus précis. Là, on parle de tout près de 30% d'efficacité contre 16 pour l'Américain. Et contre un adversaire comme Seals, ça peut marcher parce qu'il est moins talentueux qu'Alvarez. Oui, on a vu aussi que sa forme diminuait plus les rounds avancés. Il n'avait jamais passé le 6e round depuis le début de sa carrière. Lui, c'est soit il te met KO, soit il se fait passer le KO, mais ça ne va jamais très loin. Et justement, le combat n'était pas disputé sur un rythme très élevé et pourtant, on a vu une baisse d'énergie chez Michael Seals. Alvarez, lui, a pu en profiter. Et d'ailleurs, avant le KO, on a vu qu'il avait augmenté un petit peu la cadence et qu'il commençait à appuyer sur l'accélérateur. Donc, c'est pas une surprise que ce KO-là d'ailleurs, après le 6e, je crois, c'est Marc Ramsey qui a un peu sermonné son protégé pour lui rappeler là, que l'enjeu était important. Ouais. Ouais. Le plan de match qui était d'augmenter la cadence plus tard dans le combat, parce qu'on sait que quand on fait face à un cogneur,
la puissance d'un boxeur, elle est plus présente en début de combat. Et quand le boxeur commence à fatiguer un peu, à manquer d'énergie, ben là, forcément, il cogne un peu moins fort. Donc c'est normal de se méfier quand on fait face à un cogneur, de commencer un combat un peu plus prudemment et ensuite d'augmenter la cadence et d'appuyer sur l'accélérateur pour prendre le dessus et pour, dans ce cas-là, passer le KO. Mais ça me dérange un petit peu ce côté d'Alvarez qui s'éloigne de ce qui a fait son succès dans la boxe. Ce qui a fait son succès, c'est ce jab et c'est le fait d'installer une boxe technique, alors que là, il cherche plus le KO, il cherche plus le coup dur, ce qui n'est pas vraiment sa boxe à lui. Je pense que si il revient un peu à ses bases, qui se met à utiliser son jab, qui se met à utiliser ses déplacements et qui boxe comme l'Alvarez qu'on connaît, les KO vont venir tout seuls. Il ne faut pas qu'il cherche le KO, il faut qu'il le laisse venir à lui. Tu en as parlé un peu plus tôt. Ce qui nous intéressait fondamentalement de ce combat-là, c'était la suite, parce qu'on se doutait, là, moindrement, comme Stéphane Larouche le répétait à quelques reprises, les gens qui suivent la boxe de très près savaient là, que Alvarez était largement favori et qu'en toute logique, il allait l'emporter là, à moins d'un accro là, incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, la WBO a répondu une partie de nos réponses. En même temps, c'est pas si clair que ça. Je m'explique. C'est que dans la semaine précédant le combat, le grand Manitou de Top Rank, Bob Arum, avait dit que dans ses rêves les plus fous, le vainqueur du combat entre Alvarez et Sears affronterait Joe Smith fils et, dans le meilleur des scénarios, pour le titre vacant de la WBO. On l'a rappelé la semaine dernière. Le titre est vacant parce que Canelo Alvarez l'a abandonné purement parce que la WBO ne tolère pas qu'un même boxeur possède plus d'une ceinture dans plus d'une catégorie de poids. Rien contre les champions de plusieurs associations, notamment Anthony Joshua chez les poids lourds, mais comme Canelo, on est champion à 160, 168, 175, c'en est trop pour la WBO. Donc, préféré... C'est normal. Oui, tout à fait. A préféré abandonner le titre. Et, fait intéressant à noter, as-tu vu, Joe Smith fils a battu Jesse Hart le 11 janvier et la semaine suivante, là, dans les jours suivants, était de retour au volant d'une pelle mécanique et poursuit son travail dans le domaine de la construction. Lui, honnêtement, là... C'est chapeau à lui, mais par contre... Retour sur le plancher des vaches. Assez, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Au contraire, il ne se laisse pas monter ses succès à la tête et il continue à faire ce qu'il faisait quand il connaît du succès. C'est ce mode de vie qui lui a amené du succès dans la boxe, donc il continue. C'est très bien. Faut pas, quand ça marche, il ne faut rien changer. Ça, ne pas réparer... si ce n'est pas brisé, comme on dit, exactement. C'est le proverbe anglais. Alors voilà, on se disait, bon, ben c'est une affiche intéressante, d'autant plus que ESPN, je pense, est pas mal intéressé à ce genre de combat-là, mais la WO a mis à jour ses classements lundi, puis aujourd'hui, mardi matin, on a appris qu'elle leur donnait un combat éliminatoire, une sorte de mini-tournoi, là, si on veut, entre... Le premier aspirant affronterait le quatrième. Donc, Alvarez, qui est maintenant quatrième aspirant, affrontait Gilberto Ramirez, l'ancien champion à 168 livres, qui lui est inactif depuis le mois d'avril, depuis qu'il a battu Tommy Karpency. C'est un combat qui marquait ses débuts chez les poids mi-lourds après, je pense, 5 défenses de titre à 168 livres. Et 2 boxeurs russes, Umar Salamov et Maxime Vlasov, qui s'affronteraient dans l'autre demi-finale. Et ensuite, un combat de championnat du monde pour le titre vacant. Là, avec les commentaires que Bob Arum avait effectués, avec ce qu'Yvon Michel avait corroboré ce scénario, j'ai pris un peu cette annonce-là avec une pincette parce qu'on, dans le fond, on ordonne un combat, j'ai dit une pincette avec une pincée de sel, on ordonne un combat, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Ça ne veut pas dire que les partenaires vont danser ensemble nécessairement. Donc, j'ai communiqué avec Yvon Michel et ce qu'il m'a expliqué, je dois en discuter avec Bob Arum, avec l'agent, le gérant de Eleider Alvarez, Stéphane Lépine, et on va voir ce qui représente le mieux. Parce que, en toute logique, on sait qu'Alvarez rêve de redevenir champion du monde. Par contre, si on lui offre un combat contre Joe Smith avec une bourse extrêmement intéressante, c'est peut-être cette avenue-là qu'on va choisir. Parce que là, même Marc Ramsey l'a dit, ça ne représenterait pas Joe Smith un dossier très, très compliqué pour un boxeur de la trempe d'Eleider Alvarez. Comme tu l'as mentionné, quand il décide de disons, comment je pourrais dire, de se mettre derrière sa technique, il y a très peu de boxeurs qui peuvent résister à ses coups, comme on l'a vu depuis le début de sa carrière. Mais par contre, est-ce qu'on va vouloir dire, on veut obtenir un combat de championnat du monde, refuser l'éliminatoire, ce serait un peu, disons, s'éloigner de l'objectif que le boxeur veut atteindre. Mais
là, on a la vision québécoise, montréalaise de l'affaire, mais à l'autre bout du spectre, est-ce que Gilberto Ramirez, lui, va accepter d'être dans ce combat éliminatoire? Là, la réponse qu'on pourrait penser instinctivement, c'est oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a de l'eau dans le gaz. Oui, parce que M. Ramirez est un peu en brouille avec Bob Arum, n'apprécie pas nécessairement dont les choses sont tournées, parce qu'on sait quand à la WBO, on est champion dans une catégorie, on passe à la catégorie supérieure, on est premier aspirant. Et là, on pensait que le combat contre Sergey Kovalev allait se faire facilement. Et là, finalement, on a dit à Ramirez, non, il va affronter Canelo. On comprend la décision de Kovalev parce que ça représentait une bourse la plus importante depuis le début de sa carrière. Là, il a été mis de côté. Il pensait que son statut de premier aspirant lui permettrait d'avoir un peu la voie rapide pour être champion dans une deuxième catégorie. Et c'est malheureusement pas ça qui s'est produit. Est-ce qu'il veut se rembarquer dans un processus comme celui-là? On n'a pas encore la réponse, mais c'est très compliqué. On dit même, là, des médias rapportent que Ramirez chercherait même à racheter son contrat avec Top Rank pour voler de ses propres ailes et possiblement atterrir chez DAZN où il pourrait affronter Dimitri Bivol. Oui. Alors, c'est vraiment nébuleux comme affaire parce que c'est pas juste d'un côté qu'il y a des incertitudes, c'est des deux côtés. Mais Alvarez a quand même le beau rôle, c'est lui qui a un peu plus le choix de l'adversaire qui voudrait. Et c'est vrai que si on regarde uniquement sportivement, je pense que Joe Smith est un combat plus intéressant. Pour une question de style, Joe Smith, c'est un boxeur qui met énormément de pression, qui est très physique. Je ne dis pas que ça va être un combat facile, loin de là. C'est jamais un combat facile contre Joe Smith. Il impose un défi physique à l'adversaire. Mais Alvarez a toutes les qualités de boxeur, de déplacement, son jab pour le tenir à distance, pour le tenir en respect. Et remporter ce combat-là. Je pense qu'au niveau des styles, Joe Smith convient mieux à Alvarez que Ramirez, qui lui est un gaucher avec un gros volume de coups, des coups variés. C'est pas pas du tout le même style de boxeur. Et je pense que Ramirez, ça convient un petit peu moins bien à Alvarez. Cela étant dit, Ramirez monte de catégorie, ça serait son deuxième combat à 175. Même s'il était très grand pour les 168 livres, il n'a pas encore vraiment apprivoisé ce poids-là. Ça fait très peu de temps, ça fait moins d'un an qu'il est monté. Donc c'est pas encore on va dire un vrai 175 livres, alors que Alvarez, ça fait plusieurs années qu'il est dans cette catégorie-là, il a vraiment la carrure d'un mi-moyen, pardon, un super moyen. Non, c'était un Milo. Milo, ouais. Et donc, il aurait probablement l'avantage au niveau physique, au niveau de la puissance aussi, face à Ramirez. Mais il faut vraiment que Ramirez démêle tout ça parce que c'est lui qui a la clé parce que si Ramirez se met de côté, décide d'aller avec DAZN et de ne pas aller de l'avant avec ce combat éliminatoire, ça sera peut-être Joe Smith qui va prendre sa place dans un combat éliminatoire. Même d'ailleurs, avant que la mise à jour des classements soit effectuée, on se demandait si Ramirez allait conserver sa première position, étant donné qu'il est inactif depuis le mois d'avril. La WBO, généralement, niaise pas trop avec la rondelle parce qu'on l'a vu avec notamment Rick Bazignan, qui était premier aspirant, et là, en refusant un combat éliminatoire, a glissé de quelques échelons. Je crois qu'il est rendu quatrième maintenant à la WBO. Ce qui est normal. Quand tu veux monter dans les classements, c'est pour te rendre à un combat de championnat. Dans le cas de Bazignan, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il soit redescendu parce qu'il est encore très tôt dans la carrière. On veut encore il est encore peut-être pas au stade du développement, mais je pense pas qu'il soit encore prêt à 100% pour un combat de championnat tout de suite. Donc, qui glisse un petit peu au classement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça va lui permettre de prendre un petit peu plus son temps. Dans le cas de Ramirez, c'est un peu moins évident parce que lui a déjà été champion du monde. Il est rendu à ce niveau-là. Mais c'est vraiment cette dispute avec Top Rank qui va déterminer la suite des choses pour Alvarez. Mais dans les deux cas, Alvarez, il va dans la direction qu'il veut, c'est-à-dire dans la direction d'un combat de championnat. Ça ne sera pas un combat facile contre aucun des deux, ni contre Joe Smith, ni contre Ramirez. Mais il faut passer par là pour arriver en championnat du monde. Et d'ailleurs, peu importe l'adversaire, celui qui remportera cette demi-finale entre guillemets entre Alvarez et peu importe l'adversaire sera nettement favori face au vainqueur de l'autre demi-finale, Salamov contre Vlasov, qui sont pas deux mauvais boxeurs, mais on a vu Vlasov dans la super série mondiale de boxe, s'était incliné en quart de finale contre Glowacki, le Polonais. Pas un mauvais boxeur, mais pas au niveau
pas au niveau d'Alvarez ou de Ramirez ou de Joe Smith, c'est un cran en dessous. Donc je trouve que la demi-finale sera plus intéressante que la finale, que le combat pour la ceinture elle-même, ce qui est un petit peu bizarre. Je me serais attendu à ce que la WBO justement se fasse des demi-finales pour avoir une finale idéale entre guillemets, qui mette d'un côté Alvarez contre un des deux Russes et de l'autre côté Ramirez contre un des deux Russes. Là, ça aurait été on aurait eu probablement une finale entre Alvarez et Ramirez, un combat pour la ceinture entre ces deux-là qui aurait été plus intéressant qu'un combat impliquant un des deux Russes et soit Alvarez ou Ramirez. Donc c'est une question de classement, c'est une question de numéro, le 1 contre le 4 et le 2 contre le 3, mais les affrontements eux-mêmes sont un peu déséquilibrés, je trouve. Donc, un dossier à suivre. On le rappelle, c'est pas certain là, que Alvarez va avoir la chance d'affronter Gilberto Ramirez, mais on évoquait avant là, que cette nouvelle-là tombe, que les deux adversaires potentiels pour le Colombien, c'était soit Ramirez ou encore Joe Smith. Et on dit, j'avais entendu peut-être le mois de mars à Québec, en peut-être demi-finale du prochain combat d'Arthur Beterbiev. C'est rapide. Hein? Rapide. Et dans une entrevue au 98.5, Yvon Michel a dit qu'on viserait davantage là, le printemps, là, que ce soit fin mai, début juin. En extérieur, au stade IGA. On sait qu'il y a eu des galas qui ont été présentés là-bas il y a de ça plusieurs années. C'est un cadre quand même assez enchanteur. Je me rappelle des prises de vue justement de ces galas qui étaient présentés dans le cadre de Friday Night Fights sur ESPN. Ça donne des images assez saisissantes. Donc, je ne détesterais pas aller couvrir un combat comme ça. C'est agréable. En plein air. L'été à Montréal. C'était pas Joachim Alcine qui s'était battu? Notamment, oui. Il y a eu David Lemieux aussi. Il y en a plusieurs qui sont passés par là. Rayman Ngujo aussi. Donc, on remonte quand même il y a près de... Pas loin de 10 ans. Pas loin de 10-15 ans. Donc, ça pourrait être agréable là, si les éléments, évidemment, collaborent. Et c'est beaucoup plus logique que ce soit à cette période-là qu'au mois de mars. Mois de mars, c'est très bientôt. Là. On est déjà mi-janvier. Passé la mi-janvier, il vient de se battre Alvarez. Même s'il n'a pas subi de gros dommages, il faut repartir en camp d'entraînement. Il faut déjà reposer le corps après... Parce qu'il n'y a pas juste le combat, il y a toute la préparation, la perte de poids, le camp d'entraînement, la perte de poids. C'est un stress pour le corps. On l'a vu avec Kovalev, il avait accepté le combat contre Canelo dans un délai très très court. Et... Il n'était pas affûté physiquement. Tout à fait. Et donc pour un combat d'une importance comme celle-là, contre un adversaire dangereux, que ce soit Smith ou Ramirez, tu veux que ton boxeur soit dans les meilleures conditions. Donc c'est beaucoup plus logique que le combat soit tenu ce printemps pour qu'il ait le temps de se reposer et de repartir à un camp d'entraînement complet et pour être dans les meilleures dispositions. Un petit mot rapide sur la demi-finale de ce gala qui était présenté à Verona. La logique a été respectée alors que Félix Verdejo l'a emporté. Oui, donc Verdero, c'est un... Verdero, oui, pardon. Peu importe. Je ne suis pas un spécialiste de la prononciation hispanique. Mais le portoricain, c'est un ancien grand espoir. On voyait de grandes choses en lui. Et il y a eu quelques écueils en cours de route, notamment un accident de moto qui lui a abîmé le visage au niveau de l'œil gauche. Et on voit que là, dès qu'il a commencé à encaisser des coups, tout de suite, son œil est marqué. Donc ça risque de le poursuivre toute sa carrière. Il y a eu aussi une défaite par KO. C'était contre Lozada. C'est un boxeur qui a des très bonnes qualités techniques, des très bonnes qualités physiques aussi, assez rapide, un bon coup d'œil, qui a tout le talent du monde pour remplir les attentes qui sont placées envers lui. Sauf qu'il y a peut-être des petits manquements au niveau mental. Dans ce combat-là, ça ne s'est pas vu parce que Rojas, c'était pas Rojas. Rojas, c'était pas forcément l'adversaire le plus talentueux auquel il a fait face. Même si c'est pas un mauvais boxeur qui lui a donné quand même une bonne opposition, c'était un combat qui était une victoire confortable pour Verdero. Le talent a parlé, mais quand il fait face, c'est pas dans ce genre de combat-là que Verdero va avoir du mal. C'est quand il faut puiser dans ses réserves, quand quand ça devient un peu difficile, qu'il faut montrer du caractère. C'est là que peut-être qu'il n'a pas vraiment ce qu'il faut mentalement pour arriver à un niveau de championnat du monde. Mais ça reste un boxeur très talentueux. S'il arrive à allier, à renforcer ce côté mental, qui est à mon avis son gros défaut, il pourrait peut-être remplir les espoirs qu'il y a en lui. On va probablement le voir un jour dans un combat de championnat du monde, mais je ne suis pas sûr qu'il ait tout ce qu'il faut pour remporter une ceinture et devenir champion du monde.
Parlant de Porto Rico, je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle, il y a un espoir de 16 ans qui a été embauché, je ne me rappelle plus par quel promoteur, mais il y a le meilleur nom de boxeur de l'histoire, Non, j'ai pas vu ça. Trinidad Vargas. Oh, parfait. Si c'est un mélange des deux, si c'est un mélange de Félix Trinidad et de... voyons. Francisco Vargas. J'avais Samuel dans la tête. Francisco Vargas. On va avoir droit à un boxeur dont on va parler qui va être au Hall of Fame à coup sûr. Avant cet événement de Leider Alvarez, il y avait un combat aussi qu'on surveillait avec énormément d'attention. C'était Julian Williams qui affronterait son aspirant qui avait choisi Jason Rosario. Mm-hmm. Pour Williams, c'était un combat important. Il revenait à Philadelphie. C'était son premier combat là-bas, de la ville d'où il est originaire depuis 2011. Là, c'était un retour par la grande porte. Champion unifié des poids super mi-moyens. J'avais dit la semaine dernière, tu avais beaucoup aimé son attitude, à savoir qu'il s'était coupé du monde extérieur, était concentré sur sa boxe, respectait Rosario, mais son objectif, c'était de devenir l'un des meilleurs boxeurs livre pour livre de la planète. En revanche, je disais, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu au sujet de Rosario. Première fois depuis le début de sa carrière qu'il avait accès à toutes sortes de spécialistes. On avait parlé de massothérapie, nutritionniste. On disait là, que son talent allait éclore. Et bien, c'est ce qui s'est produit. Un combat qui a été court, mais très, très, très spectaculaire. Et le négligé à 30 contre 1, on disait, qui surprend le champion unifié et qui devient la vedette instantanément de l'heure dans le monde de la boxe. Grosse surprise et belle histoire. Et c'est vrai, c'est pas rare qu'on voit un boxeur qui a du succès à l'extérieur et quand il revient dans sa ville, quand il revient chez lui, eh ben, il se fait battre parce qu'il y a beaucoup de distractions. Alors il s'en est coupé de ces distractions, Williams, mais ça n'a pas marché. Faut dire qu'il revenait, ça faisait 8 mois qu'il ne s'était pas battu et c'est pour ça qu'on disait avec Eleider Alvarez qu'il faut faire attention quand tu reviens d'une longue absence face à un cogneur, eh ben, il peut arriver des accidents. C'est pas arrivé à Alvarez, mais c'est arrivé à Williams. Accident, mais peut-être qu'on verra pas ça comme un accident dans les années à venir parce que, comme tu l'as dit, Rosario, c'est un boxeur qui est arrivé à un autre niveau. On savait que c'était un bon cogneur, qu'il avait une bonne force de frappe, qu'il avait une assez bonne technique aussi, mais il n'avait pas forcément eu les opportunités de se faire valoir contre des gros noms et il n'avait pas été non plus dans les meilleures conditions d'entraînement, de préparation. Là, ça a été le cas pour ce combat-là et on a vu les résultats que ça a donné. Ça a été un très bon combat pour le temps que ça a duré. Et j'ai bien aimé comment Williams a commencé ce combat-là avec un bon jab. Il a contrôlé l'action, toujours en bonne position, un jab efficace. Mais on a pu voir la grosse différence pour moi, c'était au niveau de la puissance. Parce que quand Williams a réussi à atteindre la cible quelquefois, notamment une droite qui est arrivée de plein fouet sur la mâchoire, et qu'est-ce que ça a fait? Rosario, ça lui a tourné la tête et il a continué à avancer. Il n'y a pas eu vraiment d'effet immédiat sur Rosario, alors que quand lui touchait Williams, on a vu que là, ça avait un impact beaucoup plus important. Ça a affecté Williams, ça a affecté le champion. D'ailleurs, il s'est fait contrer au deuxième round une droite qui lui a ouvert une coupure au niveau de l'œil gauche. Il a récupéré ensuite, mais c'est au cinquième où il y a eu un échange de crochets. Les deux ont touché la cible avec le crochet, mais c'est celui de Rosario qui a fait tout le dégât. Et là, après, c'était une question de temps. Williams n'avait plus de jambes. C'est vraiment ce crochet qui a mené au chaos. Après, c'était juste mettre la touche finale, mais c'est pas les coups qui ont suivi qui ont mené à ce chaos-là. C'est vraiment le crochet. On a vu Williams Rosario était proche des cordes. Et quand il a encaissé le coup, Williams a traversé quasiment tout le ring à reculons parce qu'il était plus capable de rester en face de Rosario. Donc, écoute, c'est une grosse surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il faut dire que Rosario, ses combats précédents, c'était pas contre des gros noms. C'est difficile parfois de gager le talent d'un boxeur et l'efficacité d'un boxeur quand tu le vois contre des adversaires d'un moins bon niveau. Ils avaient un adversaire en commun, Gallimore, et c'était la seule défaite de Rosario. Gallimore est un boxeur correct sans plus. Donc on pouvait se dire peut-être qu'il n'a pas ce qu'il faut pour battre un champion comme Williams, mais peut-être que tous ces spécialistes, ce nouvel environnement l'a aidé à tirer le meilleur de lui-même. Oui, parce que des fois, on ne connaît pas les raisons qui peuvent expliquer une défaite. Ou des fois, il y a des choses des facteurs qui sont méconnus ou qu'on a fini par apprendre plusieurs années plus tard. Là. Comme on nous avait dit, Alvarez était blessé avant le combat contre
la revanche contre Kovalev, ce qui explique qu'il ne pouvait pas bien se déplacer. Bon, des fois, il faut en prendre puis en laisser avec tout ça, mais dans ce cas-ci, on avait beaucoup d'espoir dans le camp de l'aspirant pour causer la surprise. Et c'est le genre de boxeur, tu as beaucoup de boxeurs qui sont comme ça très talentueux, mais qui n'ont pas les opportunités de se faire valoir, que ce soit financièrement parce qu'ils n'ont pas accès à un gym de qualité ou ils n'ont pas accès à des adversaires qui vont les faire connaître. Et ce genre de boxeurs-là, quand ils ont une opportunité comme ça, ils ont tellement faim qu'ils arrivent à la saisir, ils donnent tout ce qu'ils ont pour la saisir. C'est le cas de Rosario et qui en plus est encore très jeune, donc il a le temps de fructifier cette victoire, de faire fructifier cette victoire et de s'améliorer parce que il n'est pas encore arrivé à son plein potentiel. Donc ça va être une belle histoire à suivre. J'ai un petit peu mal au cœur pour Williams qui lui était J-Rock, qui était aussi une belle histoire et qui là ça va être difficile de se remettre de cette défaite-là. Les représentants de Rosario ont déjà signifié que contractuellement sont obligés d'accorder une revanche à Williams. Bon, est-ce qu'on va exercer cette option-là dans le clan de l'ancien champion? C'est pas évident. On se souvient, on s'était posé un peu la même question avec Sergei Kovalev et on sait Klimus, son représentant, c'est un fin renard, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le monde de la boxe et bon, avait 6 mois pour exercer cette clause d'option-là. Il fallait que le combat se tienne dans les 6 mois. Avait décidé de le faire pratiquement à la date limite 5 mois et 30 pour jours, s'assurer que son boxeur puisse vraiment reprendre tous ses moyens, regagner sa confiance d'une manière ou d'une autre. Là, est-ce qu'on va utiliser la même stratégie? Parce que, oui, il y a eu des bons moments pour Williams. En même temps, comme tu l'as mentionné dans ton analyse, chaque coup de l'aspirant de Rosario portait. On sentait que ça dérangeait Williams. Donc, ça va être un pensez-y bien. Est-ce qu'on va vouloir se reconstruire? Est-ce qu'il y en a véritablement besoin? Parce que ce n'est pas la première défaite qu'il subit depuis le début de sa carrière. Donc, c'était déjà par KO la première contre Charlo. Là, Charlo a un nom beaucoup plus établi que Rosario. Alors, c'est à double tranchant parce que Williams, il va vouloir effectivement récupérer cette ceinture qu'il vient de perdre, prouver que c'était un accident de parcours, mais en même temps, une deuxième défaite de suite contre Rosario, ça ferait très mal à son nom. Ça lui ferait un gros, même pas un pas de recul, mais 2 pas de recul s'il avait une deuxième défaite de suite contre Rosario. Donc c'est vraiment... quand c'est une défaite par KO comme ça, tu veux laisser le temps au boxeur de se reconstruire un petit peu, déjà de récupérer physiquement, mais aussi mentalement, de reprendre un peu de confiance. Je ne suis pas sûr qu'on aille tout de suite vers une revanche. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait 1 ou 2 combats pour se remettre dedans, pour reprendre de la confiance, pour être un peu plus prêt pour Rosario, pour revenir un peu plus d'égal à égal et pas d'aller se battre contre le gars qui vient de te passer le KO. Rapidement, en surveillant en demi-finale, Chris Colbert, un combat pour le titre intérimaire de la WBA. Bon, fait une entrée remarquée sur le ring avec sa tenue aux couleurs de la royauté, hein, le mauve. Donc, et il l'a logiquement emporté, mais j'ai eu l'impression que par moment, il y en a eu plein les bras avec son adversaire expérimenté, ancien champion du monde. Il fallait quand même respecter un peu le nom qu'on avait devant lui. Et tu parlais du mauve, et il a déjà eu du rouge, du vert, un peu toutes les couleurs, Colbert. C'est d'ailleurs le cas de Corrales aussi, qui a déjà eu les cheveux de toutes les couleurs. Là, il était un plus sobre. Il a laissé la place au jeune Colbert. Mais Corrales, c'était clairement le meilleur adversaire en carrière de Colbert, qui n'a que 13 combats, que 23 ans. Il ne faut pas oublier qu'il est encore en développement. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal. Il a remporté ce combat quand même de manière assez, je ne dirais pas confortable, parce qu'il n'était pas confortable dans le ring, mais de manière assez large. C'était clairement lui qui a remporté ce combat-là, mais il a eu un petit peu de mal et c'est normal. Corrales, c'est un boxeur très expérimenté et un boxeur qui est très efficace défensivement, qui a une bonne défense. C'est toujours très dur de briller contre ce genre de boxeur. Tu gagnes parfois quelques rounds par la peau des dents. C'est pas le genre de combat où tu vas briller, mais c'est le genre de combat où tu vas apprendre. Il y a eu beaucoup d'accrochages également. Et d'ailleurs, quand l'arbitre a commencé à avertir Corrales pour les accrochages, c'est là que Colbert a pu l'envoyer au tapis. Et en étant à l'intérieur, c'était un crochet gauche très très court, quand ils étaient vraiment collés corps à corps. Et si l'arbitre n'avait pas
averti Corrales, eh ben, il aurait eu les 2 bras barrés, Colbert. Là, Corrales ne voulait pas perdre un point pour accrochage. Ben, finalement, il a perdu un point pour le knockdown parce qu'il s'est fait envoyer au tapis. Il y a un peu de ça aussi. S'il n'y avait pas eu autant d'accrochage, Colbert aurait pu un peu mieux travailler. Et c'est aussi une question de style. Corrales a un style défensif. Colbert est plus un contreur. On a vu beaucoup d'observations et pas énormément d'actions. Il y a eu des séquences où les 2 boxeurs étaient face à face, à distance de frappe, et s'observent pendant 20-30 secondes sans lancer de coup, en disant, en se renvoyant la politesse. Là, ben vas-y en premier, je te laisse y aller. Non, c'est toi. Donc, beaucoup d'observations et pas assez d'action. C'est un petit peu dommage, mais c'est souvent le cas quand tu as 2 contreurs ou un contreur et un autre boxeur qui pense en premier à sa défense, comme Corrales. Donc, c'était pas l'adversaire pour briller, mais c'était quand même un adversaire de qualité et Colbert l'a emporté. Je pense que dans ses prochains combats, on va avoir des boxeurs avec un style différent qui vont lui permettre de mettre un peu plus en avant ses qualités parce qu'il a vraiment des grosses qualités, Colbert. On va en reparler dans le futur, mais on va le revoir et il va être plus spectaculaire que dans ce combat-là. Là, l'important, c'était de l'emporter contre le plus gros test qu'il avait eu à faire face jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même très positif pour Colbert, même si ça n'a pas été le combat le plus spectaculaire. Et est-ce que tu parlais de combat d'apprentissage? Peut-être qu'il va en avoir un du côté de Colbert. C'est premier round commence sur les chapeaux de roue, tout va bien. Et au deuxième, passe gaucher. Et là, on dirait a comme brisé son air d'aller. Et c'est l'analyste, je crois que c'est Dan Goossen qui a fait cette remarque-là, qui a dit pourquoi il a fait ça, les choses allaient bien, pourquoi changer une formule gagnante? Et on a eu l'impression que finalement, ça a cassé le rythme qu'il avait réussi à imposer dès le premier round. Des fois, on peut se dire, bon, mais l'adversaire, Corrales, qui est expérimenté, qui est capable de changer une petite chose, qui fait en sorte que, oups, on est obligé d'essayer quelque chose d'autre pour obtenir du succès. Et non, là, c'est Colbert lui-même qui s'est comme mis enfargé dans les fleurs du tapis. Reste à voir, parce qu'on l'avait vu dans le passé, tu l'avais d'ailleurs mentionné la semaine dernière, surveiller ces changements de... Il change beaucoup et d'ailleurs je m'attendais à ce qu'il commence gaucher parce que dans les 3 derniers combats de Corrales, il y a 2 défaites et à chaque fois contre des gauchers, c'était Ladarius Miller et Alberto Machado. Je m'attendais à ce que Colbert commence gaucher en connaissant ces 2 défaites, en connaissant la difficulté qu'a Corrales contre des gauchers, mais finalement ça a été en position de droitier qu'il a eu le plus de succès. Écoute, c'est peut-être la position où il sent le plus, qui est la plus naturelle pour lui. Mais dans ses combats précédents, il était aussi bon droitier que gaucher. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il a voulu, parce que c'est ce qu'il fait dans les autres combats. Il change tout le temps de garde, mais ça n'a pas été forcément sa meilleure décision. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ne change pas quand c'est pas brisé. N'essaye pas de réparer quand c'est pas brisé. Ben là, ça marchait en droitier. Mais en même temps, c'est pour garder l'adversaire sur ses gardes et qu'il ne sache pas trop à quoi s'attendre. Mais ça n'a pas été la tactique la plus efficace dans ce cas-là. Et en terminant, un knockout qu'il faut absolument regarder. C'était présenté vendredi soir dans le cadre de la série Showbox. Ergachev contre Estrella. Une frappe puissante. J'utiliserais, si j'avais écrit un texte, l'adjectif vicieux du boxeur ouzbek. Là, c'est au plexus solaire. Et on a pu voir la réaction d'Estrella qui déjà il se jette en arrière, ça le projette vers l'arrière, il tombe dans les cordes, il se tord de douleur. Je sais pas pourquoi l'arbitre a compté. Il lui disait déjà non. Il avait compté à 1, puis il lui disait signe. Non, c'était terminé. On dirait qu'il disait à l'arbitre non, arrête de compter, arrête, j'en ai marre. Ça a pris un petit moment avant qu'il se relève. Un coup au corps, on sait, ça paralyse, mais au plexus solaire, là, c'était parfait. Et Ergachev, allez regarder ses vidéos d'entraînement, il est très fluide dans sa boxe. Et il n'a pas l'air de forcer sur ses coups, et pourtant, il a les mains lourdes, parce que ses coups font mal. Et pourtant, on voit qu'il met pas tout ce qu'il a dans chacun des coups. Il tourne bien le corps, il fait bien la rotation, mais c'est pas forcé. Ça paraît fluide. Et il lance des combinaisons avec des coups variés, donc c'est un boxeur. Beaucoup de feintes aussi. C'est ça qui a amené. Chaud juste à le regarder. C'est ça qui a amené Estrella dans le coin. C'est toutes les feintes. Et quand il était dans le coin, là, il a envoyé cet uppercut au plexus solaire qui a fait de gros dégâts. Mais allez le voir, ce KO-là, surtout la réaction d'Estrella. On voit que c'est pas du fake. Je mettrai
la vidéo en lien sur notre page Facebook, le compte de 8. Adrien, Eleider Alvarez était le premier boxeur québécois à se battre en 2020. Mm-hmm. La présentation ce samedi au cabaret du Casino de Montréal du premier gala, ici même à Montréal, au cabaret du Casino. C'est Eye of the Tiger Management et le gala met en vedette Batyr Youkembayev. On s'attendait à ce qu'il affronte Maximiliano Ricardo Veron. Malheureusement, refoulé à la frontière, n'obtient pas son visa. Donc, on se tourne vers Ricardo Lara, qui était censé affronter Steve Claggett, mais Claggett avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure. On l'a déjà vu, Lara. À Montréal, il avait affronté Mathieu Germain. C'est au mois d'octobre 2017. Il s'était fait arrêter au 4e round. A disputé son dernier combat contre Tony Lewis en Ontario. On nous dit qu'il n'arrivera pas à froid, entre guillemets, est prêt pour un combat de boxe. Mais d'un autre côté, j'ai de la difficulté à croire que l'opposition sera digne de ce nom parce que Youkembayev, c'est un boxeur là, qui fait partie de l'élite mondiale. On se souvient, c'est le premier boxeur qui avait été repêché par Eye of the Tiger au Kazakhstan, promis un très bel avenir. Et dans les classements mondiaux, notamment au WBC, c'est pas encore clair s'il va défendre ses ceintures. Il y en a un autre titre mineur de l'IBF. Mais c'est probablement pas dans la progression et l'ordre normal des choses de ce qu'on souhaitait. Donc... c'est parce qu'il y a eu faut se battre, il faut être actif aussi. Hein. Voilà, je pense que déjà à la base, même le combat contre Veron, c'était pour rester actif parce que Veron n'était pas non plus le meilleur adversaire que Youkembayev a eu en carrière. Son dernier, c'était Miguel Vasquez, donc c'était déjà un peu moins bon comme adversaire avec Veron. Même chose avec Lara. Mais comme tu dis, c'est un combat pour rester actif. À ce stade de sa carrière, il faut qu'il enchaîne les combats. Il ne faut pas avoir de longues périodes d'inactivité. Donc c'est quand même dans l'ordre normal des choses. On peut être un petit peu déçu de la manière dont ça s'est passé parce que avec ces histoires de visa refusés dans la semaine du combat ou à 1 ou 2 semaines maximum d'avis, j'ai l'impression de jouer un petit peu dans le jour de la marmotte, puis de voir la même histoire qui se répète. C'est un petit peu décevant, mais au moins son adversaire de remplacement, il a eu tout un camp d'entraînement pour se préparer pour un combat. Je ne sais pas à quel point il avait continué ce camp d'entraînement-là après l'annonce de la blessure de Claggett. Faudra voir, mais... En toute logique, Youkembayev va l'emporter relativement facilement. C'est un combat dans lequel il se doit de briller, de montrer toutes ses qualités, et je pense que c'est ce qu'il va faire. On l'a vu dans le passé aussi, qu'il affrontait des adversaires qui ne respectaient pas vraiment, là, généralement perd pas de temps et termine les choses assez rapidement. Il y a eu quelques changements sur cette carte. Là, au final, on parle d'Arthur Ziadonov qui va se battre également, Clovis Drolet, Vincent Disbeau, Jordan Balmire là, qui a signé plutôt une entente avec Eye of the Tiger, qui était boxeur un peu plus indépendant par le passé, s'était battu sur des cartes de Rixa, avait affronté Steven Butler au centre Vidéotron, l'avait défié, ça s'était terminé de manière assez abrupte. Thomas Chabot qui effectue ses débuts dans les rangs professionnels. C'est un des boxeurs amateurs québécois qui était le plus en vue, a connu énormément de succès, donc on a hâte enfin de le voir à l'œuvre. Il y a eu des ajouts de dernière minute. Martine Vallière-Bisson, qu'on avait vu début professionnel l'année dernière, et Adam Djika de Granby. Et il a donné une entrevue assez intéressante à notre collègue Michel Tassé de La Voix de l'Est. Lui a été un peu appelé à la dernière seconde, avait fait des débuts remarqués, un combat très expéditif au mois de septembre sur une carte de groupe Yvon Michel organisée par New Era. Et il a dit je vais être prêt, il n'y aura pas de problème. Il faut juste que là, je vais arrêter de manger des bonbons, mais je vous promets, je vais être prêt. Donc, reste à voir quel genre d'adversaire on va avoir devant lui. Donc, Djika, que ce soit en boxe ou en arts martiaux mixtes, il arrive pour... il n'y a pas de secret. Il arrive pour te passer le KO au premier round si possible et il y arrive très souvent. Adrien, je croyais qu'on s'était un peu éloigné des problèmes à l'extérieur de l'arène. On sait, au cours des dernières années sur la scène québécoise, là, il y a eu beaucoup de choses qui avaient fait la manchette au sujet de tous les jeux de coulisses à l'arrière-scène. Et malheureusement, on avait eu la paix d'une certaine manière en 2019, mais là, c'est revenu l'année 2020. On sait, Groupe Yvon Michel va devoir aller s'expliquer devant la Régie des alcools, des courses et des jeux à la mi-février. On a toute une série de reproches. Ça a été publié là, notamment sur rds.com dans les divers médias québécois. On a toute une série de
de questions que la régie veut poser. Et Eye of the Tiger a aussi eu ses problèmes parce que samedi après-midi, on a annoncé comme ça, tout bonnement, que l'entente entre Kim Clavel et Eye of the Tiger se terminait. Un communiqué assez laconique. Ouais. Bon, je lisais sur les réseaux sociaux des gens qui se disaient, bon, le moment de l'annonce est particulier parce qu'on savait que Eleider Alvarez, qui était associé à Groupe Yvon Michel, se battait quelques heures plus tard. Il y avait un certain engouement. D'habitude, il y a une trêve quand un promoteur organise un événement, on essaie de ne pas aller jouer dans ses plates-bandes. Ça a un peu pris par surprise l'annonce. Puis comme notre ami Laurent Poulain, qu'on a invité à plusieurs reprises sur notre plateau ici, me l'a fait remarquer, on a quand même investi plusieurs milliers de dollars pour que Clavel mette la main sur un premier titre mineur en carrière, celui de la NABF. Il y a des coûts rattachés à ça qui sont assez importants en frais de sanction. Donc, est-ce que dans le cercle fermé de la boxe, on disait que ça s'en venait, mais en même temps, est-ce que ça s'en venait tant que ça si on investit une somme aussi considérable? Et on essayait d'en savoir plus long. J'ai fait quelques téléphones, j'ai eu quelques échanges et c'est pas le portrait n'est pas entièrement clair, d'autant plus que les deux parties n'ont pas réagi publiquement par rapport à cette nouvelle. Mais ce qui semble être un des facteurs déterminants qui m'a été, disons, confirmé, c'est que Kim Clavel souhaitait poursuivre son association avec Danielle Bouchard, qui est la conjointe de Stéphane Larouche et qui fait partie de Boxe Montréal au centre Claude Robillard. C'était important pour, on sait, Stéphane Larouche, Carl Lindy, Pierre Bouchard côtoyaient Kim Clavel. Bon, la côtoie toujours dans le gymnase, mais n'était plus autorisé à être avec elle aux abords du ring pendant ses combats. Kim Clavel s'est entourée d'une équipe entièrement féminine, ce qui était intéressant, ça donnait une nouvelle perspective. On mettait de l'avant les compétences d'entraîneur qu'on voit malheureusement trop peu souvent dans le monde de la boxe professionnelle. Ça commence, mais il y en a encore très peu. Et visiblement, elle a choisi son camp, a décidé de demeurer fidèle au groupe de Boxe Montréal, un peu comme David Théroux aussi avait décidé de demeurer avec Stéphane Larouche. Donc, c'est ce qui a été possible d'apprendre au cours des derniers jours. C'est quand même ce qui est logique parce que c'est des gens avec qui tu passes la majorité de ton temps, c'est avec eux que tu as l'entraînement, c'est avec eux que tu fais les efforts. Donc, Eye of the Tiger fait des efforts financiers, mais c'est peut-être pas la présence. Oui, c'est parce peut-être pas les qu'un personnes. Début de carrière comme ça, clairement, le promoteur n'a pas fait d'argent. Dans les premiers combats d'un athlète, on fait ça à perte d'un investissement dans le but que ça rapporte plus tard. Exactement. Et c'était peut-être aussi un argument pour essayer de garder Kim Clavel avec Eye of the Tiger. Mais je trouve ça logique qu'elle reste avec son équipe d'entraîneurs, avec son clan, parce que c'est des gens que tu côtoies quotidiennement, avec qui tu as une relation très proche. Forcément, tu peux pas avoir du succès en boxe si tu n'as pas une bonne relation, une vraie relation humaine avec ton entraîneur. Donc, je trouve ça logique qu'elle prenne cette allée-là. Par contre, je trouve ça dommage qu'il y ait cette rixe entre Stéphane Larouche et Eye of the Tiger, parce que ça amène des situations comme ça qui arrangent personne finalement. Il n'y a pas de grand vainqueur dans ce genre de situation. Et pour l'instant, il y a un flottement avec Clavel. On sait, est-ce qu'elle va aller avec Groupe Yvon Michel parce que je vois mal un promoteur. C'est ce que la logique dicte, d'autant plus qu'il y a un rapprochement entre Stéphane Larouche et Yvon Michel. On sait que Wilfrid Seilly, qui est un des protégés de l'entraîneur, qui est sous contrat avec Groupe Yvon Michel. C'est ce que la logique veut. Est-ce que c'est ce qui va arriver? J'imagine qu'on va en savoir plus au cours des prochains jours, prochaines semaines. Parce que je ne vois pas un promoteur américain arriver à ce stade-ci de sa carrière à Kim Clavel. Ça m'étonnerait. Donc, selon toute logique, ça va être avec Groupe Yvon Michel. Mais c'est quand même dommage qu'il y ait des situations comme ça, des tensions qui n'amènent pas de la sérénité chez les boxeurs. Donc, tu as besoin d'une certaine stabilité, si tu veux, pour être dans les meilleures conditions. Quand tout change comme ça autour de toi et qu'il y a un combat qui approche, c'est des distractions. Tu veux pas ce genre de situation-là. Tu veux une stabilité, que ce soit au niveau du groupe d'entraîneurs, du groupe de promotion. C'est dommage que ça arrive pour une rixe comme ça entre Stéphane Larouche et Eye of the Tiger. Un autre dossier à surveiller
Et ça m'a valu de me faire un peu insulter sur les réseaux sociaux. On m'a traité de rat et de serpent. Rien de moins. C'est celui d'Yves Ulysse fils. Pourquoi je dis que c'est un dossier à surveiller? Je ne vous dis pas qu'il va y avoir une séparation avec Eye of the Tiger Management. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste que ce dossier-là est à surveiller parce qu'on sait que son association avec l'entraîneur Rénal Boisvert est terminée. On a fait un bilan à la suite de la défaite qui a été subie au début du mois de décembre en Californie. On a effectué des changements. Là, on dit que l'entraîneur vers lequel on dirige, on avait parlé d'ailleurs au balado, Yves Ulysse, c'est Mike Moffat, qui est un vétéran, notamment celui qui était derrière Joachim et Alcine, mais il travaille avec de nombreux boxeurs, c'est un formidable pédagogue, ses compétences, personne ne va les remettre en question, mais ce n'est pas nécessairement, ce qui nous a été permis d'apprendre, le premier choix d'Yves Ulysse. On sait que Yves Ulysse, au début de sa carrière, quand il avait été mis sous contrat par Interbox, a toujours été le protégé de Rénal Boisvert, mais on avait confié un peu un rôle de grand frère ou de mentor à Stéphane Larouche, étant donné sa grande expertise en championnat du monde, dire est-ce qu'on peut peut-être encadrer Yves Ulysse, non pas au point de devenir son entraîneur, mais peut-être d'offrir des conseils, changer quelque chose à l'entraînement, simplement une nouvelle voie, amener une expertise qui est reconnue. Et logiquement, on peut se dire, est-ce qu'il peut y avoir une association avec ça? C'est pas ça que je suis en train du tout de vous dire, mais on aurait pu être porté à croire qu'on se serait tourné vers une figure qu'on connaissait, des gens avec qui on avait déjà travaillé dans le passé. Je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer cette nouvelle-là. Je dis juste qu'il faut surveiller le dossier. Yves Ulysse est en vacances et va revenir prochainement. Apparemment qu'on va faire la lumière à ce sujet. Il y a une disponibilité média, d'Eye of the Tiger cette semaine en vue de l'événement au casino. Ça va être une occasion formidable de poser des questions et visiblement de donner des réponses ici au balado. Eh bien, on attend avec impatience parce que c'est quand même un dossier qui est très important. On connaît tout le talent d'Yves Ulysse. Et pour moi, cette défaite contre Barroso, c'est vraiment un blocage mental. Et ça, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail en coulisses, notamment avec l'entraîneur qui doit pas forcément te mettre dans des conditions, mais c'est une manière d'approcher le combat et de faire comprendre à ton boxeur qu'il ne faut pas attendre l'opportunité parfaite, qu'il faut prendre des risques. Et c'est ce que n'a pas assez fait Yves Ulysse dans ce combat et même dans des combats précédents, notamment le premier contre Claggett. Que ce soit Stéphane Larouche ou Mike Moffat, je pense qu'ils ont tous les deux les capacités, les connaissances, l'expérience pour être cette voie-là qui fait prendre conscience à Yves Ulysse de ce défaut et de ce qu'il faut corriger. Après, écoute, le choix vient pas seulement d'Ulysse, vient aussi des gens qui gèrent sa carrière, que ce soit promoteur, conseiller, etc. Donc, c'est un petit peu en suspens. Et on va avoir des réponses très bientôt. Si on retourne à la boxe, 2 événements à surveiller au cours de la fin de semaine. Ça commence jeudi soir 22h sur la page Facebook de Golden Boy Fight Night. Jason Quigley qui affronte Escar Cortez. C'est un premier combat en 2020 pour l'Irlandais qui, on l'oublie, a été médaillé d'argent au championnat du monde amateur en 2013. Lui a renoué avec la victoire le 5 décembre en sous-carte du dernier combat d'Yves Ulysse, après avoir perdu contre Toreano Johnson en juillet 2019. Cortez, c'est un adversaire qu'on connaît bien, puisqu'il a déjà affronté un certain Francis Lafrenière. Et c'est à la suite de ce combat-là contre Lafrenière, ça a commencé une série plus ou moins intéressante, 3 défaites en 4 combats. Donc, selon toute logique, Quigley devrait, lui, enchaîner avec un 2e victoire consécutive. Très probablement. En tout cas, c'est ce qu'on veut et ça serait une grosse surprise qu'on voit l'inverse. Mais écoute, on n'est pas à l'abri des surprises. On a vu Rosario 30-1 qui l'a emporté la semaine dernière. Et pour les amateurs de gros bonhommes, le poids lourd roumain Mihai Nistar va se battre en sous-carte, vraiment dans les premiers combats de la soirée. Et pourquoi on s'intéresse à lui? C'est son 2e combat seulement chez les professionnels. C'est parce qu'il a battu Anthony Joshua dans les rangs amateurs en 2011. Donc, ça fait 9 ans. Ça fait un petit moment et c'était pas le même Anthony Joshua qu'aujourd'hui. Tout à fait. La pièce de résistance de la fin de semaine, samedi 21h, s'est présentée sur TSN Direct, si on veut rien manquer de l'action. Ensuite, à la télévision régulière, à compter de 22h, c'est Danny Garcia
qui affronte Ivan Redkach. C'est un combat éliminatoire des poids mi-moyens du WBC. Danny Garcia, on le connaît comme un ancien champion unifié des superlégers et il a ensuite été champion chez les mi-moyens. Mais moi, je dis qu'il a connu dans l'ensemble des succès un peu beaucoup mitigés à 147 livres. On se souvient de lui, il avait perdu contre Keith Thurman, ensuite perdu contre Sean Porter. Par contre, victoire à son dernier combat contre Adrian Granados. A réussi à l'arrêter alors que Granados était connu comme un boxeur qui ne perdait que par décision partagée ou majoritaire. Donc, et ce qu'on nous dit, nouvel entraîneur du conditionnement physique. On risque de voir un boxeur plus puissant, plus en contrôle de ses coups. Il était déjà puissant. À voir. Il était déjà très puissant avant, donc j'ai hâte de voir si c'est le cas. Le petit problème chez Garcia, à mon avis, c'est qu'il a eu des périodes d'inactivité. Écoute, c'est classique avec les boxeurs de PBC, mais il a quand même ses défaites, c'est contre des adversaires de très haut niveau, des anciens champions du monde. C'est pas n'importe qui. Sean Porter, Keith Thurman, c'est des très très bons boxeurs. Il a aussi des belles victoires contre Morales, qui était en fin de carrière, qui était bien au-dessus de son poids naturel. Amir Khan, name it. Là, il en a fait des combats contre des boxeurs de très très haut niveau, contre l'élite des mi-moyens. Et Redkach en face, c'est un boxeur qu'on connaît beaucoup moins, l'Ukrainien, mais il avait surpris tout le monde en juin dernier quand il avait passé le KO à Devon Alexander. Alors, Redkach, c'est un boxeur qui est intéressant offensivement. Il a un style un peu absolument pas orthodoxe en fait, un peu spécial, un style bien à lui, mais qui a offensivement intéressant, mais qui reste très ouvert quand il frappe. Il n'a pas une bonne défense, donc ça donne souvent des combats spectaculaires. Il en avait fait un notamment contre John Molina, qui avait été un combat, écoute, où après 4 rounds, tu as l'impression d'avoir vu un combat de 12 rounds. Contre Devon Alexander, qui est encore plus au bout du rouleau. Ça avait marché. Danny Garcia est beaucoup plus frais physiquement, beaucoup plus solide physiquement aussi que ne l'est Devon Alexander. Un bien meilleur mental aussi. Je pense pas que Redkach pourra cette fois créer une nouvelle surprise. Et comme c'est un gars qui est très ouvert, Danny Garcia est très bon pour te prendre en contre, pour t'atteindre sur le menton pendant que tu es en train de frapper, avec des coups larges comme ceux que peut envoyer Redkach. Je pense que c'est ce qui va arriver. Je m'attends à une victoire de Danny Garcia. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit par KO. Et Garcia respecte beaucoup Redkach parce qu'il dit qu'il ne faut pas tirer de grandes leçons de sa défaite contre John Molina parce qu'il dominait le combat avant de se faire arrêter. Donc il dit... Je m'attends au même genre de boxeur, quelqu'un qui va me poser beaucoup de problèmes. Et Redkach, lui, s'est entraîné aux côtés d'un certain Leo Santa Cruz en préparation pour ce combat, ce qui n'est pas vilain. Pas trop mal. Si tu veux te préparer à un gros volume de coups, Leo Santa Cruz, c'est parfait. Et parmi les nombreux combats, comme d'habitude, PBC garni la sous-carte, moi je vais surveiller Jared Hurd parce qu'on parlait de J-Rock tantôt. Mais sa victoire pour devenir un champion unifié, c'était contre Jared Hurd. C'est son premier combat depuis cette défaite et il affronte un vétéran du nom de Francisco Santa, un boxeur qui a été arrêté seulement une fois depuis le début de sa carrière en 7 défaites. Et ce fait d'armes a été accompli par un certain Karen Mayfield, qu'on avait déjà vu, il me semble, assez haut, mais que finalement... Il y a quelques années, on le voyait sur HBO, mais finalement, il n'a pas atteint... 3 défaites en 4 combats pour notre ami Santa. Et parmi les boxeurs qui l'ont vaincu depuis le début de sa carrière, Jermell Charlo, Sadam Ali, José Benavidez, donc des bonos. N'a pas affronté des pieds de céleri. Ouais. Et pour vendre ce combat-là contre Hurd, on va parler beaucoup de sa victoire, qui est sa seule victoire dans les 4 derniers combats, mais sa victoire contre Félix Diaz, qui était un boxeur de talent, qui avait perdu, lui, contre Terence Crawford. Et son autre défaite, si je ne me trompe pas, c'était contre Benavidez. Donc, des boxeurs de talent. Et là, il est arrivé contre Santana. Et Santana a réussi à saisir cette opportunité-là. Ce n'était pas la plus belle performance de Félix Diaz. Il est sorti un petit peu flat. Et Santana, c'est le genre de boxeur, même si ce n'est pas un futur champion du monde, sa fiche est 25 victoires, 7 défaites. On voit un petit peu le genre d'adversaire que ça va être. C'est quand tu arrives comme Félix Diaz cette soirée-là, une soirée off où t'es pas à ton vrai niveau,
eh ben, il peut te surprendre dans ce genre de combat-là. Je pense pas que c'est ce qui va arriver, mais ça fait 8 mois que c'est pas battu. C'était contre J-Rock, Julian Williams, puis on a vu ce qui était arrivé à Williams la semaine dernière. Hurd n'est pas à l'abri du même genre de surprise, même si je pense que Santana est nettement moins dangereux que Nelly Rosario. Il faudra faire attention dans le cas de Hurd. Par contre, ce qui me fait pencher nettement en faveur de l'ancien champion, c'est que Santana, tous ses derniers combats, c'est à 147 livres. Là, il monte de catégorie pour affronter un gars qui est énorme pour les 154 livres. C'était pas Jojo Dan qui l'avait affronté avant que Hurd, devienne champion du monde et on avait vu à quel point la différence physique là, il y a déjà Dan qui était davantage un mi-moyen. Là. Il y a déjà une énorme différence physique quand il a affronté Lara. Il avait une tête de plus. Il mesure 6 pieds 1, Jarrett Hurd. Pour 154 livres, c'est vraiment très très grand. Il est large, il a une énorme carrure. Je pense que face à Santana, on va avoir une grosse différence au niveau de la carrure et ça va être dur physiquement pour Santana. C'est pour ça que je penche quand même largement en faveur de Hurd. Je pense pas qu'on va revoir une surprise comme ça a été le cas avec Williams qui lui faisait face à un adversaire beaucoup plus dangereux. Mais il faut quand même faire attention quand tu reviens d'une longue absence, que c'était un combat très dur physiquement contre Williams pour Jarrett Hurd, cette défaite où il a perdu sa ceinture. Il y a aussi une question de confiance. C'était un boxeur qui arrivait avec beaucoup de confiance, Jarrett Hurd, qui savait qu'il allait dominer physiquement l'adversaire. Et là, Williams l'avait battu à son propre jeu. Donc, à quel point est-ce qu'il va avoir récupéré autant physiquement que mentalement? C'est une question, mais je pense quand même que Santana n'est pas assez dangereux pour pouvoir surprendre Jarrett Hurd. Tous les indications se penchent en faveur de Hurd. Donc, c'est ce qui fait le tour complet de l'actualité pour cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion, l'application RDS ou encore l'application iHeartRadio pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé par RDS. Donc, au nom d'Adrien Meur et du maître penseur de la mise en onde d'Olivier Côté, ici Francis Parquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!